Accompagner l'entrepreneuriat innovant en Afrique francophone. Devenir un expert stratégique. Module 3. Gérer les finances d'une structure d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant. Bonjour et bienvenue dans ce chapitre 2 pour identifier et gérer les besoins et attentes des partenaires techniques et financiers. Juste une petite parenthèse pour commencer. Ce qu'on appelle les partenaires techniques et financiers, ce sont les banques de développement, comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Agence française de développement, GIZ, USAID et tous les autres bailleurs internationaux. Cet atelier a été préparé par deux formateurs. D'abord, Alexandre Laure, spécialiste principal du secteur privé à la Banque mondiale, basée à Bamako, au Mali. Alexandre est un ancien entrepreneur lui-même qui a fondé une start-up en Ouganda du nom de Green Bioenergy. Il a également été consultant pour plusieurs grands groupes et grandes organisations et se voit aujourd'hui comme un intrapreneur au sein de la Banque mondiale, appliquant les méthodes des start-up dans une organisation internationale. Sa devise, c'est qu'en Afrique, grâce à l'entrepreneuriat, il est plus facile de faire 10 fois mieux que de faire 10% mieux. Donc il faut être ambitieux. Le deuxième formateur pour cet atelier, c'est Simon Duchâtelet, analyste secteur privé à la Banque mondiale, basé à Bamako avec Alexandre. Il a de l'expérience en tant que consultant en management et il a également travaillé dans plusieurs startups et associations en Afrique. Selon lui, le levier le plus puissant qu'on puisse imaginer pour le développement, notamment du continent africain, c'est une grande idée, mais seulement si elle est entre les mains d'un entrepreneur vraiment exceptionnel. Selon lui, ça commence avec l'individu et l'idée, puis ça se poursuit jusqu'aux institutions. Les trois sont entrelacés. Cette formation aura trois objectifs principaux. D'abord, appréhender le positionnement des partenaires techniques et financiers vis-à-vis des structures d'accompagnement comme vous, les incubateurs, et leur rôle pour soutenir l'entrepreneuriat de croissance en Afrique. C'est aussi de faire tomber les préjugés sur les partenaires techniques et financiers. Et enfin, certainement le plus intéressant pour vous, comment travailler, comment gagner les marchés des projets financés par les partenaires techniques et financiers. La formation durera à peu près 1 heure. Donc, suivant ces objectifs, on va aborder deux grandes parties pendant cette présentation. Donc d'abord, comment les partenaires techniques et financiers se positionnent sur l'entrepreneuriat de croissance en Afrique. Et ensuite, comment gagner les marchés des projets financés par les partenaires techniques et financiers. Dans un premier temps, nous allons passer en revue les outils d'appui aux entrepreneurs que les partenaires techniques et financiers peuvent mettre en œuvre en Afrique. Donc pour vous expliquer au mieux le positionnement et le type d'activité que mènent les partenaires techniques et financiers dans le domaine de l'entrepreneuriat en Afrique, on a pensé que le plus simple, ce serait de repartir de l'écosystème entrepreneurial. Un écosystème entrepreneurial, c'est quoi? C'est un ensemble d'éléments qui permettent à un entrepreneur dans un pays donné de réussir. L'ensemble des éléments de son environnement. Donc, c'est vraiment une notion qu'on apprécie à la Banque mondiale et qu'en général les partenaires techniques et financiers apprécient. Donc, on va vous détailler brique par brique quel type d'outils les partenaires techniques et financiers peuvent déployer pour renforcer ces écosystèmes entrepreneuriaux. Donc, le premier pilier des écosystèmes entrepreneuriaux qui permettent aux entrepreneurs de se développer dans de bonnes conditions, c'est les infrastructures. Donc, on parle ici des infrastructures de base, c'est-à-dire l'électricité, tout le temps, c'est-à-dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à des prix abordables. Les infrastructures de transport, à savoir les routes, les ports, les aéroports, qui
permettent par exemple d'exporter ou d'importer ces produits. Les infrastructures de l'information et de la communication, comme la fibre optique, qui permet d'avoir un Internet de bonne qualité. Et les infrastructures industrielles en général, qu'elles soient énergétiques ou autres. Donc, pour cette brique de l'écosystème, on vous donne l'exemple du VTIB en Côte d'Ivoire, qui est une zone franche qui a été mise en place par l'État ivoirien avec l'appui de certains partenaires techniques et financiers et qui, en fait, regroupe dans une zone géographique déterminée toutes les infrastructures dont ont besoin des entrepreneurs pour se développer. Donc là, on vous a mis quelques photos, par exemple, pour vous montrer qu'ils hébergent des entreprises, donc dans des bureaux bien équipés. Ils ont aussi des infrastructures de technologie, de l'information et de la communication, par exemple des data centers, pour que les startups qui sont dans le milieu de la technologie puissent sauvegarder leurs données sans forcément avoir besoin de passer par les États-Unis ou l'Europe, et aussi en général des supports d'incubation et de formation. La deuxième brique d'un écosystème entrepreneurial, c'est l'accès au financement. Pour cette brique, nous allons travailler en deux temps. D'abord, nous allons nous intéresser à l'environnement. L'environnement qui permet l'accès au financement des startups. Pour mettre en place un tel environnement, les partenaires techniques et financiers peuvent utiliser plusieurs outils. D'abord, le fonds de fonds, qui consiste en le renforcement du capital des fonds d'investissement existants, pour leur permettre d'investir dans davantage d'entreprises. Ensuite, la facilitation des investissements. Dans ce cas-là, les partenaires techniques et financiers peuvent subventionner les services de transaction. C'est-à-dire que les frais de due diligence, par exemple, seraient gratuits et ne seraient pas à payer par les investisseurs. Ceux-ci pourraient alors s'intéresser à davantage d'entrepreneurs. Cela ne leur coûterait pas plus. Enfin, les partenaires techniques et financiers peuvent mettre en place des mécanismes de financement alternatifs. Pour vous donner un exemple concret d'un outil d'accès au financement mis en place par un partenaire technique et financier en faveur des entrepreneurs, prenons l'exemple du programme AFC Startup Catalyst mis en place par la Banque mondiale. Ce programme vise à faciliter l'accès au financement des startups en amorçage. Pour cela, il met en place un fonds de fonds, c'est-à-dire qu'il investit dans des fonds d'investissement qui vont eux-mêmes investir dans des entreprises. Ces fonds d'investissement peuvent être des business angels, des fonds d'impact, des fonds d'amorçage, ou alors des structures comme les accélérateurs et incubateurs qui sont parfois amenés à investir directement. Pour favoriser l'accès au financement des entrepreneurs, les partenaires techniques et financiers peuvent également agir directement au niveau de la firme. Pour cela, 3 outils principaux existent. Les partenaires techniques et financiers peuvent directement mettre en place des fonds d'investissement publics pour investir directement dans les entrepreneurs. Les partenaires peuvent également subventionner les entrepreneurs directement, par exemple à travers des concours d'entrepreneuriat. Et les partenaires peuvent également préparer les firmes à l'investissement, mettre en place des programmes de préparation à l'investissement. Ce sont souvent des programmes qui ont beaucoup de points en commun avec les programmes d'accélération. Un exemple concret d'outil d'un partenaire technique et financier pour favoriser l'accès au financement au niveau de la firme, c'est le programme XL Africa, mis en place par la Banque mondiale en Afrique. Ce programme visait à sélectionner une vingtaine d'entrepreneurs de croissance au stade de pré-série A, c'est-à-dire des startups qui cherchent à lever plus d'1 million d'euros. Ce programme a commencé par faire un diagnostic des plans opérationnels et financiers de ces startups, pour ensuite fournir du coaching et de la formation dédiée et customisée à ces entrepreneurs. Ces entrepreneurs ont également bénéficié d'un programme résidentiel
et d'un démodé pour faire face aux investisseurs et pour se confronter à la réalité du monde de l'investissement. Concrètement, ce programme a fourni une aide à la levée de fonds et a permis de générer plusieurs millions d'investissements dans des startups à fort potentiel. La troisième brique d'un écosystème entrepreneurial, ce sont les politiques et les régulations. C'est un domaine dans lequel les partenaires techniques et financiers sont très actifs. C'est leur cœur de métier. Dans ce domaine, ils améliorent les cadres réglementaires et juridiques liés à l'entrepreneuriat ou aux différents secteurs dans lesquels les entrepreneurs sont actifs. Ils améliorent le climat des affaires de manière générale. Ils mettent en place des incitations fiscales et douanières en faveur des entrepreneurs et des PME. Et de manière plus générale, ils engagent un dialogue et un plaidoyer constant avec les autorités du pays afin de faire passer les réformes nécessaires à la prospérité des entrepreneurs. Pour cette brique de l'écosystème, nous avons pris l'exemple du Doing Business de la Banque mondiale. Le Doing Business, c'est quoi? C'est un rapport annuel qui évalue l'ensemble des économies du monde en fonction d'un ensemble d'indicateurs qui déterminent si oui ou non il est facile de faire des affaires dans le pays. Ces indicateurs sont par exemple la création d'entreprises, la facilité de créer une entreprise dans un pays, mais aussi la facilité d'obtenir un permis de construire, l'exécution, la bonne exécution des contrats dans ce pays. Ce classement, en mettant en compétition l'ensemble des économies du monde, permet d'avoir des données suffisantes pour que les équipes de la Banque mondiale et des autres partenaires techniques et financiers appuient et fassent du plaidoyer pour passer des réformes clés, améliorant le climat des affaires. À l'écran, vous voyez l'exemple de la Mauritanie, qui a fait des bons significatifs ces dernières années, par exemple sur la protection des investisseurs minoritaires ou sur l'obtention des prêts. La quatrième brique de l'écosystème entrepreneurial, c'est la culture et l'éducation entrepreneuriale. Qu'est-ce que les partenaires techniques et financiers peuvent faire pour améliorer ce domaine? D'abord, ils peuvent mettre en place des programmes d'éducation et de formation à l'entrepreneuriat, que ce soit à l'école primaire, au collège ou au lycée, ou alors à l'université et dans les centres de formation professionnelle. Ils peuvent également organiser des événements et mettre en place des programmes qui améliorent le statut de l'entrepreneur dans la société. C'est le cas des compétitions de business plan, par exemple. Et ils peuvent enfin mettre en place des programmes qui promeuvent l'innovation, que ce soit au niveau du gouvernement ou au niveau des entreprises. Un exemple concret dans cette brique de culture et d'éducation entrepreneuriale, c'est la formation à l'initiative personnelle mise en place par la Banque mondiale au Togo. Un récent rapport d'évaluation d'impact conduit sur cette formation a démontré que la formation à l'initiative personnelle était plus efficace que la formation traditionnelle à la gestion d'entreprise pour augmenter les profits des entrepreneurs et des petites entreprises bénéficiaires. La différence clé entre les deux formations, c'est que la formation à l'initiative personnelle est davantage de l'ordre des soft skills. Cette formation apprend aux entrepreneurs à innover, à se différencier des autres entreprises, à anticiper les problèmes et à être proactif dans son approche du business. C'est différent de la formation traditionnelle à la gestion d'entreprise qui, elle, se cantonne à des formations techniques, de comptabilité, de marketing ou de finance. Il faut s'attendre à ce que les partenaires techniques et financiers comme la Banque mondiale mettent davantage l'accent aux formations à l'initiative personnelle depuis cette découverte et cette recherche d'impact. La cinquième brique d'un écosystème entrepreneurial, c'est l'accès au marché. Pour favoriser l'accès au marché des entrepreneurs, les partenaires techniques et financiers
peuvent utiliser plusieurs outils. D'abord, ils peuvent mettre en place des réseaux et des partenariats entre les fournisseurs d'une matière première, ses revendeurs et les entreprises qui les transforment. Ensuite, ils peuvent pousser des réformes des marchés publics afin de favoriser le recours de l'État aux PME. Enfin, ils peuvent produire et transmettre des informations sur les marchés, sur les différents secteurs où le pays a des avantages comparatifs. Un exemple de ce que peuvent faire les partenaires techniques et financiers pour favoriser l'accès au marché des entrepreneurs, c'est le partenariat qui est en train de mettre en place la Banque mondiale avec la start-up Manobi en Afrique de l'Ouest. Manobi recueille un ensemble de données très précises sur les producteurs agricoles ouest-africains. Ces données permettent à ces producteurs de nouer des partenariats avec des entreprises transformatrices en leur donnant une meilleure visibilité sur leur production, leur localisation et toute autre information nécessaire à la bonne conduite des travaux. Et la dernière brique d'un écosystème entrepreneurial, c'est la brique que vous connaissez le mieux, qui concerne les capacités des firmes et des entrepreneurs. Pour renforcer cette brique, les partenaires techniques et financiers peuvent utiliser plusieurs outils. Ils peuvent mettre en place des incubateurs, des accélérateurs, par exemple publics ou public-privé. Ils peuvent mettre en place des programmes de facilitation de l'accès à la technologie, des programmes de mentorat, de coaching et de formation, mais aussi favoriser la mise en réseau des entrepreneurs, mettre en place des services juridiques et administratifs au bénéfice des entrepreneurs, par exemple en ce qui concerne le respect des normes, la propriété intellectuelle ou encore les services fiscaux. Ils peuvent aider les entrepreneurs à accéder à une main-d'œuvre qualifiée via un accompagnement en recrutement. Et enfin, leur donner accès à des études de marché, des diagnostics qui leur permettent de mieux se positionner dans leur économie. Pour cette dernière brique de l'écosystème entrepreneurial, nous avons choisi l'exemple du Climate Innovation Center du Kenya, financé par la Banque mondiale. Le Climate Innovation Center du Kenya est un incubateur qui fournit des services divers. Il fournit des services de conseil et de formation en entrepreneuriat, des renseignements et informations sur les marchés, un espace de travail et des équipements techniques de pointe. Il finance également les meilleures startups qui passent par son espace. Et il fait enfin un plaidoyer auprès du gouvernement. Dans l'ensemble de ces tâches, la Banque mondiale appuie l'incubateur pour être d'un très bon niveau. Nous allons désormais vous présenter la position de la Banque mondiale sur l'incubation et le financement d'amorçage en Afrique. Premièrement, la Banque mondiale est convaincue que l'entrepreneuriat de croissance peut relever de nombreux défis du développement en Afrique. En effet, les conditions sont réunies pour l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs africains. Le continent a la plus jeune population au monde, avec une moyenne d'âge de 19 ans, mais aussi la jeunesse la plus entreprenante au monde, selon le rapport de Global Entrepreneurship Monitor. De plus, le continent voit une demande domestique croître de plus en plus, notamment pour les biens de consommation ou alors les services technologiques. Ceci est porté par une classe moyenne de plus en plus importante qui a connu une croissance de 60% la dernière décennie. En même temps, l'Afrique a un grand besoin de cet entrepreneuriat de croissance. En effet, 1 million de nouveaux emplois sont nécessaires pour faire face à la croissance démographique et à l'urbanisation galopante du continent. Face à cela, 4% d'entrepreneurs de croissance contribuent à 40% de la création d'emplois. Ces entrepreneurs de croissance sont portés par l'opportunité et non par la nécessité. Ils démontrent une plus grande productivité et une plus grande innovation.
Leurs innovations peuvent aider à délivrer des services et des produits abordables, innovants et basés sur le marché pour des populations vulnérables, notamment dans les zones rurales. Ces entrepreneurs de croissance peuvent également augmenter la pression compétitive sur les grandes entreprises et les grands groupes qui seront amenés, obligés à s'améliorer. On peut prendre par exemple le cas de M-Pesa au Kenya qui, avec l'invention de la mobile money, a significativement réduit le pourcentage du taux de pauvreté dans le pays et bientôt dans la région. Comme nous l'avons vu dans notre première partie, il faut tout un écosystème pour que les entrepreneurs de croissance réussissent. Dans ce cadre, l'essor des incubateurs offre l'occasion de recentrer les politiques de soutien à l'entrepreneuriat. Les incubateurs sont en effet une réponse du marché et de la communauté aux lacunes des écosystèmes entrepreneuriaux. Leur nombre n'a fait qu'augmenter ces dernières années et il serait aujourd'hui plus de 200 sur le continent africain. Ces incubateurs et autres structures d'accompagnement servent de guichets uniques multifonctionnels qui répondent à plusieurs des besoins clés des entrepreneurs en phase d'amorçage. De plus, ils améliorent l'image de l'entrepreneuriat dans la société en général. Cependant, un certain degré d'intervention publique est nécessaire pour professionnaliser et relier ces nouveaux acteurs que constituent les incubateurs. En effet, la qualité des services des incubateurs varie encore trop souvent aujourd'hui en Afrique. De plus, sans passage à l'échelle suffisant, leur impact sera limité. Une fois que ces incubateurs et autres structures d'accompagnement seront professionnalisés, ils pourront cependant servir de relais aux politiques d'entrepreneuriat mises en place par les gouvernements africains. En effet, ils ont plusieurs avantages comparatifs par rapport aux agences publiques de l'emploi ou des jeunes et par rapport aux cabinets internationaux. Leur soutien est plus économe. De plus, leur soutien s'adapte davantage aux besoins et à l'évolution des besoins des entrepreneurs. Et enfin, leur soutien s'inscrit dans le long terme. Enfin, la Banque mondiale estime que la cascade est essentielle pour catalyser du financement d'amorçage et accroître la tolérance au risque et à l'expérimentation. Ce que la Banque mondiale appelle la cascade, c'est l'investissement public qui permet de générer plus d'investissements privés. Concrètement, la Banque mondiale est convaincue que fournir des services de préparation à l'investissement aux startups africaines peut améliorer la qualité des pipelines de transactions des fonds d'investissement et ainsi les attirer plus en nombre. De plus, avec un certain degré de financement public, on pourrait débloquer des investissements dans les segments mal desservis ou alors les géographies trop souvent oubliées, comme par exemple le Sahel. Nous allons désormais tenter de faire tomber les faux préjugés qui existent sur les partenaires techniques et financiers. Le préjugé le plus courant sur les partenaires techniques et financiers est qu'ils peuvent facilement subventionner eux-mêmes des entrepreneurs, des incubateurs ou des événements. Sous ce préjugé, nous entendons souvent que les partenaires techniques et financiers ont beaucoup d'argent à distribuer, qu'ils sont libres de leurs dépenses, ou alors qu'ils ne sont pas transparents dans l'utilisation de leur argent. Cependant, ce n'est pas tout à fait exact. En effet, il ne faut pas oublier que l'argent des partenaires techniques et financiers appartient au gouvernement qu'ils soutiennent. Nous avons pris l'exemple, que vous voyez à l'écran, d'un projet type de la Banque mondiale. Prenons un projet de 50 millions de dollars. Il faut savoir que 99% de ce montant est dédié au projet et est dans les mains complètement du gouvernement. Moins de 1% de ce budget est dédié à la Banque mondiale pour la supervision du projet et pour la préparation de son éventuelle restructuration. Ça ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre et de liberté à la Banque mondiale pour improviser une nouvelle subvention à un entrepreneur
à un événement ou à un incubateur. Vous pouvez retrouver toutes les données sur l'utilisation des budgets des partenaires techniques et financiers en ligne. Vous voyez à l'écran par exemple le site de la Banque mondiale qui détaille exactement comment l'argent est dépensé. Un deuxième préjugé qui est très courant, c'est que les partenaires techniques et financiers sont trop lents, incapables d'innover. Sous ce préjugé, on entend souvent que les partenaires techniques et financiers ne sont pas connectés avec le secteur privé ni la société civile, qu'ils sont conservateurs et non ouverts aux idées novatrices, ou alors qu'ils ont toujours un temps de retard et sont donc incapables de comprendre les entrepreneurs qui, eux, sont visionnaires. C'est faux. Les partenaires techniques et financiers font en fait un plaidoyer auprès des gouvernements pour l'utilisation d'outils novateurs. Par exemple, la Banque mondiale au Mali fait aujourd'hui un plaidoyer pour organiser des hackathons pour le développement. Ces hackathons permettront de trouver des solutions pertinentes pour améliorer les projets de la Banque mondiale. Par exemple, une solution qui pourrait être trouvée par les entrepreneurs pourrait être le paiement direct des subventions aux agriculteurs par le mobile money. Un troisième préjugé qui est très courant, c'est que les partenaires techniques et financiers ne contractent qu'avec des firmes et des cabinets internationaux. Sous ce préjugé, on entend souvent que des nouveaux acteurs comme les incubateurs ne sont pas crédibles face aux firmes et aux cabinets internationaux, que les partenaires techniques et financiers sont inaccessibles et impossibles à contacter par des incubateurs et encore moins par des entrepreneurs, ou encore que les dossiers pour monter et gagner les marchés des projets financés par les partenaires techniques et financiers sont trop complexes. C'est faux. Les partenaires techniques et financiers peuvent bien entendu travailler avec des incubateurs. Ça a été le cas au Mali, où Createam et Impact Hub ont organisé un Mali App Challenge, une compétition entrepreneuriale dans le domaine des applications mobiles, où ils ont également organisé des formations dans le cadre d'un projet financé par la Banque mondiale, et où 3 autres incubateurs, Donilab, Jocolabs et Teteliso, ont organisé la compétition entrepreneuriale Jasper Entrepreneurship sous un financement partiel de la Banque mondiale. Nous allons désormais passer à une partie plus pragmatique, qui vous permettra de savoir comment gagner les marchés des projets financés par les partenaires techniques et financiers. Premièrement, dans cette partie, nous allons voir les différents projets financés par les partenaires techniques et financiers sur lesquels les incubateurs peuvent être compétitifs. Le premier projet sur lequel les incubateurs peuvent être compétitifs, ce sont les compétitions d'entrepreneuriat. Par exemple, l'incubateur Adina Rimtik en Mauritanie a organisé le marathon de l'entrepreneur sous financement de la Banque mondiale. Grâce à son réseau et son implantation locale, l'incubateur a réussi à sensibiliser 2800 personnes à l'entrepreneuriat, a réussi à réunir 200 candidatures, a organisé 42 jours de compétition avec du coaching et des formations intenses, et a décerné 4 prix. Je suis certain que l'ensemble de vos structures d'accompagnement et d'incubateurs seraient capables d'organiser une telle compétition. Le deuxième type de projet sur lesquels les incubateurs peuvent être compétitifs, ce sont les formations à l'entrepreneuriat. Vous voyez à l'écran un exemple de formation qu'ont donné Createam et Impact Hub, 2 incubateurs au Mali, dans le cadre du ProSège, un projet financé par la Banque mondiale. Ces formations ont inclus un jeu de rôle de l'offre de la demande, un atelier sur comment devenir un entrepreneur et plusieurs ateliers sur comment développer des idées d'affaires. Les incubateurs ont également développé des bandes dessinées destinées à motiver les jeunes pour l'entrepreneuriat.
Un autre exemple, c'est l'accompagnement à la préparation aux investissements. Nous prenons ici l'exemple de Jambar Tech Lab, un programme organisé par le CETIC Dakar en Afrique de l'Ouest sous financement de la Banque mondiale. Ce programme accueillait des entrepreneurs dont le prototype était déjà fonctionnel, qui avaient déjà une traction sur le marché, connaissaient déjà une croissance de 15-20% annuellement et qui avaient un potentiel de réplicabilité. Ces entrepreneurs étaient accompagnés pour renforcer leurs capacités, étaient coachés individuellement, avaient accès à un bureau et à un programme d'accélération d'une semaine à Dakar, en plus d'un accès à des experts internationaux en continu. Tout cela pour finalement confronter les entrepreneurs les plus prometteurs aux investisseurs et les préparer à l'investissement. Les incubateurs peuvent également être des relais des partenaires techniques et financiers pour la mise en place d'outils financiers alternatifs. C'est le cas des prêts d'honneur mis en place par les incubateurs du réseau Afrikinov. Ces prêts d'honneur s'élèvent de 10 à 30 000 euros, sont remboursables sous 24 mois, sans aucun intérêt et sans aucune garantie. Les incubateurs jouent un rôle clé pour délivrer ces prêts, en ce qu'ils préparent les pipelines d'entrepreneurs qui recevront ces prêts et les présentent au comité d'agrément qui décide si oui ou non ces entrepreneurs peuvent bénéficier des prêts. Les partenaires techniques et financiers peuvent également faire appel aux incubateurs pour créer des briques d'incubation thématiques. C'est l'exemple du Mobile Applications Laboratory, le MLab, mis en place au iHub au Kenya, sous financement Banque mondiale. Enfin, une des activités prometteuses sur lesquelles les partenaires techniques et financiers peuvent collaborer avec les incubateurs et structures d'accompagnement en Afrique, ce sont les programmes d'open innovation entre start-up et grands groupes ou entre start-up et gouvernement. Un exemple concret, c'est la solution de mobilité urbaine trouvée au Mali par les start-up maliennes pour le compte de Toyota avec une facilitation des incubateurs du Mali. La contribution des incubateurs au projet, ça a été la mobilisation des start-up maliennes autour d'un hackathon. Ça a été l'organisation de ce hackathon et ensuite l'accompagnement en développement de toute ou partie de l'application lauréate du hackathon. Les incubateurs ont permis une meilleure compréhension des enjeux culturels et business face à la technologie. Les bénéfices attendus de l'implication des incubateurs dans cet engagement, ça a été une commission pour la prestation de facilitation de l'open innovation. Ça a été une référence pour répliquer la méthode auprès d'autres entreprises à l'avenir. Et enfin, ça développe un axe de collaboration entre les incubateurs. Nous allons désormais vous expliquer comment être au courant des marchés des partenaires techniques et financiers. D'abord, il faut vous connecter en virtuel ou en physique avec les chefs de projet au sein des partenaires techniques et financiers. Pour cela, il faut d'abord identifier les contacts et informations clés sur ces projets. Vous pouvez éplucher les sites des partenaires techniques et financiers, par exemple le portail des opérations de la Banque mondiale dont vous trouverez l'adresse sur votre écran. Une fois que vous avez identifié les contacts clés, vous pouvez envoyer des courriers par lettre physique ou par mail, par exemple pour inviter les chefs de projet à vos événements. Mais alors, cela doit se faire plutôt en semaine. Nous ne vous conseillons pas de demander immédiatement du financement. La première approche doit être plus douce. Vous pouvez également participer aux événements organisés par les partenaires techniques et financiers et profiter du cocktail ou du buffet d'après-événement pour entrer en contact avec les chefs de projet directement. Vous pouvez également utiliser les réseaux sociaux, surtout les réseaux sociaux
professionnels comme LinkedIn ou alors Twitter. De manière générale, deux stratégies sont possibles. Soit vous tapez très haut de manière percutante, directement auprès des chefs de projet, soit vous passez par les jeunes qui travaillent avec eux et qui sont souvent plus accessibles et qui ont plus le temps de vous répondre. À vous de voir. Ensuite, vous pouvez vous inscrire et mettre des alertes sur les sites et plateformes internet dédiés au marché des partenaires techniques et financiers. Nous avons sélectionné une liste de sites qui nous semblent pertinents, qui regroupent les marchés des principaux partenaires techniques et financiers actifs en Afrique. Sachez que cette activité peut très vite devenir chronophage et qu'il vous faut bien établir vos critères pour recevoir les alertes pertinentes, car les partenaires techniques et financiers passent énormément de marchés et vous risquez sinon de vous faire spammer d'emails de nouveaux marchés tous les jours. Nous allons maintenant voir comment développer une proposition de service compétitive. Il faut d'abord bien comprendre le processus de sélection des partenaires techniques et financiers. Pour cela, vous pouvez voir le code des marchés publics de votre pays, qui est souvent disponible en ligne, mais également les procédures de passation de marché de chaque partenaire technique et financier, lui également disponible en ligne, le manuel de procédure des projets, programmes et sources de financement, également tous disponibles en ligne. Pour vous donner une petite idée, le processus classique de sélection d'un partenaire, c'est le suivant. D'abord, un appel à manifestation d'intérêt ouvert à tous, qui demande principalement les CV de l'équipe, les références de la structure et une présentation brève de cette structure. Ensuite, une liste restreinte de candidats est retenue, souvent 5 à 10 structures. Ces structures doivent répondre à un appel à proposition en écrivant une proposition commerciale et technique très précise. Si la structure est retenue, elle est ensuite amenée à signer le contrat. Revoyons ensemble les objectifs d'une proposition de service. C'est d'abord de démontrer que vous avez compris le contexte de la mission, de démontrer que vous avez compris la problématique et les enjeux du partenaire technique et financier, de préciser le périmètre de votre intervention et la contribution attendue, de proposer une méthodologie et une équipe qui répondent à la problématique du partenaire technique et financier, de présenter le planning et les charges estimées de votre prestation, de présenter votre connaissance des bonnes pratiques et votre vision des facteurs clés de succès et des risques principaux liés à la prestation. Enfin, il s'agit de convaincre que vous avez les compétences et l'expérience requises pour répondre aux besoins du partenaire technique et financier. Voyons maintenant les risques liés à une mauvaise proposition de service. D'abord, ça peut être l'appréciation inexacte du contexte légal, organisationnel, politique, culturel, commercial ou concurrentiel. Vous pouvez également avoir des objectifs trop ambitieux ou alors mal définis, faire une identification erronée des points de difficulté, proposer une démarche inadéquate et un chiffrage du budget et du planning incorrect, et avoir un mode de facturation trop restrictif. Ces risques peuvent mener à une gestion ardue de la mission, qui n'est pas en votre intérêt. Au pire, ils peuvent également entraîner une responsabilité légale de la conduite de certains travaux et de la qualité des livrables, ce qui peut exposer votre structure légalement. Les conséquences d'une mauvaise proposition qui mène à une mauvaise mission, ça peut être la dégradation générale de la rentabilité de votre structure, la perte de la mission, la perte de la relation de confiance,
ou au pire, des poursuites légales. Car en effet, une proposition de service tient lieu de contrat pour les partenaires techniques et financiers. Voyons maintenant comment analyser le cahier des charges et les termes de référence des partenaires techniques et financiers. Ceux-ci permettent de comprendre les besoins, les attentes et les problématiques du partenaire. Cela vous aide à prendre en compte les exigences techniques et financières de ce partenaire. Enfin, une fois que vous avez rédigé votre proposition, cela peut vous permettre de valider le contenu de la proposition grâce à une relecture rapide des termes de référence et des cahiers des charges. Passons en revue les parties clés d'une proposition de service. Une proposition de service commence de manière générale par la lettre de soumission, qui exprime de façon formelle la candidature de votre structure. C'est sur cette lettre qu'est apposée la signature du représentant légal de votre structure sur la proposition de service. Cela exprime son consentement à ce que vous avez écrit. Ensuite, vous présentez le contexte et les enjeux de la mission. Cela vous permet d'assurer aux partenaires de la compréhension du cadre d'intervention de la mission. Cela vous permet également de formuler clairement les objectifs de la proposition de service. Vous pouvez ensuite présenter les atouts de votre structure en présentant son historique, sa spécialisation, son expérience éventuelle avec le partenaire, mais également vous pouvez mettre en valeur les forces et les moyens de votre structure pour répondre aux attentes du partenaire technique et financier. Ensuite, vous pouvez présenter la démarche et la méthodologie de votre prestation en présentant la synthèse des étapes clés avec le nom, la durée et les livrables associés à chaque étape. Ensuite, il est très important que vous détaillez chaque phase et listez les livrables associés à chaque phase de manière précise. Vous pouvez ensuite lister les références pertinentes relatives au cadre d'intervention de la proposition dans un sommaire clair, avant de les détailler en respectant les modèles de référence imposés par le partenaire technique et financier. Ensuite, vous pouvez passer à la présentation de l'équipe, en présentant d'abord une courte biographie et les tâches attribuées pour chaque membre de l'équipe, et en détaillant ensuite le profil de chaque membre en respectant les modèles de CV imposés par le partenaire. Enfin, les modalités d'intervention. Il s'agit ici de définir l'organisation générale de la mission. Qui sera le chef de la mission? Qui seront les exécutants? Il s'agit également d'expliciter le planning prévisionnel et de détailler le coût d'intervention de votre structure. Nous allons désormais vous présenter les bonnes et mauvaises pratiques pour l'écriture d'une proposition de service. Ce qui est recommandé d'abord, c'est de dédier une personne, par exemple le business développeur de votre structure, à temps plein sur la proposition pendant 1 à 2 semaines, car la proposition de service est très longue à écrire. Il faut également vous organiser au plus tôt pour éviter que les dernières parties, notamment les CV et les références, ne soient bâclées. Il faut mentionner ces sources dans le cas d'informations externes, par exemple si vous citez des chiffres, mettre en annexe tout ce qui est susceptible de rendre la lecture de la proposition trop fastidieuse et trop longue, et nous vous encourageons à démarrer le dialogue avec le PTF, par exemple en lui adressant des questions demandant des détails sur la mission. Enfin, nous vous conseillons de multiplier les niveaux de relecture sur le fond, la forme et l'orthographe de la proposition. Ce qui est déconseillé, c'est d'écrire en majuscule ou d'abuser du gras, ce qui rendrait la lecture lourde, moins lisible et fastidieuse. Il faut également éviter d'être trop créatif en utilisant trop de police et trop de couleurs. Il faut prendre garde à laisser des espacements similaires et cohérents dans toute la proposition.
par exemple les espacements entre les paragraphes. Il faut bien corriger les fautes d'orthographe et il faut éviter de réinventer la roue. C'est-à-dire que nous vous conseillons, si vous avez déjà écrit les propositions, de les reprendre comme point de départ, plutôt que de commencer de zéro. Enfin, ne confondez pas la proposition de service à l'écrit et le support oral, c'est-à-dire qu'il est déconseillé d'écrire sa proposition de service en format PowerPoint. Voyons maintenant comment mettre en place une stratégie de consortium pour renforcer sa crédibilité. Pour maximiser vos chances de gagner un marché d'un partenaire technique et financier, vous pouvez en effet vous associer à des partenaires complémentaires. Par exemple, un autre incubateur qui peut vous permettre d'atteindre un poids critique. C'est ce qu'ont fait Createam et Impact Hub en s'associant pour organiser le Mali App Challenge ou la formation du ProSage au Mali. Vous pouvez également vous associer à un cabinet de conseil pour avoir son appui méthodologique. C'est ce qu'ont fait le cabinet Deloitte et l'incubateur Nouma dans le cadre d'une mission pour mettre en place un incubateur numérique au Gabon. Vous verrez sur l'écran une liste de partenaires internationaux qui sont des cabinets actifs notamment en Afrique dans le domaine du développement économique. Cette liste est non exhaustive. Vous pouvez la compléter grâce à vos connaissances et grâce à vos contacts. Nous allons maintenant aborder la question des plaintes. Il peut arriver que si vous participez à un appel d'offres d'un partenaire technique et financier, vous vous rendiez compte que cet appel d'offres est truqué, qu'il y a une fraude et que le résultat est injuste. Alors, vous pouvez faire recours aux plaintes. En effet, tous les partenaires techniques et financiers ont un mécanisme de plainte, soit au niveau de votre pays ou au niveau de leur pays siège. Les partenaires techniques et financiers sont obligés de prendre en compte votre plainte et de vous adresser une réponse détaillée. Par exemple, la procédure Service de règlement des plaintes de la Banque mondiale, disponible sur Google, peut faire remonter votre plainte jusqu'à un panel d'inspection spécialisé. Dans tous les cas, vous aurez une réponse sur pourquoi le partenaire technique et financier n'a pas choisi votre structure et a préféré une autre. Nous voici arrivés au terme de cette formation. Nous allons résumer ici les 3 points clés à retenir de cet atelier. D'abord, les partenaires techniques et financiers accordent une importance grandissante à vos structures d'accompagnement, notamment pour recentrer les politiques de soutien à l'entrepreneuriat, mais pas seulement. Dans ce cadre, ne vous demandez pas ce que les partenaires techniques et financiers peuvent faire pour vous, mais demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour les partenaires techniques et financiers. C'est en cela qu'ils verront en vous un partenaire crédible. Enfin, n'oubliez pas que votre succès auprès des partenaires techniques et financiers repose entièrement sur le succès des entrepreneurs de croissance et entrepreneurs sociaux que vous soutenez. C'est en effet votre premier rôle de soutenir et d'amener au succès les entrepreneurs africains. Nous vous remercions pour l'attention portée à notre atelier et vous donnons rendez-vous par mail si vous avez la moindre question ou la moindre interrogation sur cet atelier. Merci et à bientôt.